Alors, voici Julie. Et voici sa famille. Alors, Manon et François ont eu recours à l'insémination artificielle avec donneur afin de pouvoir réaliser leur rêve d'avoir un enfant qu'ils ont prénommé Julie. 2 ans après l'arrivée de Julie, Manon et François se séparent. Aujourd'hui, Julie a 6 ans et vit avec Manon et son beau-père Florent. Elle voit François et sa nouvelle conjointe Suzanne une fin de semaine sur 2. Alors, qui sont les véritables parents de Julie? Là, je vous demande de participer un petit peu. Alors, qui pense que Manon, mère biologique qui vit avec Julie au quotidien, est parent de Julie? Alors, levez la main ceux qui pensent que Manon est parent. OK. Effectivement, Manon, dans nos représentations comme mère biologique, peut effectivement être... on peut effectivement se représenter Manon comme étant parent de Julie. Est-ce que François est parent de Julie? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, OK. Pourtant, il n'y a pas de lien biologique avec Julie. C'est le père légal. Il ne vit pas souvent avec Julie, par exemple, juste 4 jours par mois. Mais enfin, bon, vous me dites, OK, c'est un parent de Julie. Le donneur, qui pense que c'est un des parents de Julie? Personne. OK. Effectivement, il est absent de la vie de Julie. Mais est-ce qu'à la limite, on ne pourrait pas le considérer comme le père biologique, puisque sans lui, Julie n'existe pas? Alors, ça prenait sa présence. Comment Julie va interpréter ça plus tard, comment elle va se raconter ses origines, ça c'est une autre question, mais en tout cas, ça fera partie de la famille, de la vie et de l'identité de Julie. Florent, alors lui c'est le beau-père, il prend soin de Julie au quotidien depuis 3 ans et demi. Est-ce qu'il est parent de Julie? OK, c'est un petit peu plus partagé. Mais effectivement, Florent, il est très présent dans la vie de Julie. En fait, même lorsqu'elle est entrée à l'école, c'est lui qui est allé avec elle parce que les parents n'étaient pas disponibles à ce moment-là. Suzanne, alors c'est sa belle-mère, elle prend soin de Julie 4 jours par mois, et ça depuis 3 ans. Qui pense que Suzanne est parent de Julie? Un peu moins. Il faut que je vous dise, par exemple, que Suzanne, imaginez-vous donc, prenait il y a 1 an qu'elle était enceinte de François. Alors, quand on pense que Suzanne, tout à coup, devient la mère de la sœur de Julie, est-ce que c'est, à vos yeux, plus un parent maintenant que ça pouvait l'être avant que je vous parle de cet aspect-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend de sa relation avec Julie. OK. Donc, il y a quelque chose de relationnel là-dedans. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas facile de répondre à cette question-là. Mais avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous dire, on va regarder ensemble pourquoi on en est arrivé aujourd'hui à se poser ce type de questions-là. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie des familles du Québec pour qu'on en arrive à ça? Alors, au milieu du siècle dernier, ce qui n'est pas très loin pour plusieurs d'entre nous, alors les Québécois passaient généralement d'un statut de célibataire à celui de personne mariée, à la parentalité et à la grand-parentalité. Dans ce parcours, qui est relativement linéaire, c'est le mariage qui donnait aux enfants un père et une mère. En fait, dans ce système-là, le père, c'était le mari de la mère. C'est pour ça aussi qu'on avait des enfants légitimes et illégitimes. Les enfants illégitimes étant ceux nés à l'extérieur du mariage. On remarque aussi que dans ce système-là, le modèle biologique domine. C'est-à-dire que les enfants sont mis en position de fils ou de fille par rapport à un seul homme et à une seule femme. Même lorsqu'il y avait recomposition ou adoption, il ne pouvait pas y avoir plus de 2 parents. Les pères et mères remplaçaient le parent décédé, parce qu'à ce moment-là, c'était plus de cette manière-là qu'il y avait recomposition. Puis même aujourd'hui, l'adoption continue d'inscrire les enfants dans la lignée des parents adoptifs en éliminant tous les liens avec les parents biologiques.
Voilà un peu le parcours familial qu'on pouvait rencontrer hier. Comme je vous dis, hier, ça fait à peine 50 ans ou 60 ans. C'est quand même pas très loin. Regardons la trajectoire familiale d'aujourd'hui. Alors, comme les Québécois d'hier, les Québécois d'aujourd'hui peuvent passer du statut de célibataire à celui de personnes mariées. Toutefois, ils ont aussi le choix de vivre en union libre. De plus, comme la notion d'enfant légitime et illégitime est disparue avec les changements de valeurs, il devient acceptable socialement que les couples vivant en union libre puissent devenir parents et par la suite grands-parents. Par ailleurs, on constate qu'il n'est plus nécessaire d'être un couple, ni même d'avoir une relation sexuelle pour avoir un enfant. Alors, une femme pourrait, par exemple, devenir mère à la suite d'une insémination artificielle avec donneur, en demeurant célibataire et ainsi passer directement à la famille monoparentale. Elle pourrait aussi utiliser les nouvelles technologies pour avoir un enfant avec un partenaire de même sexe, avec qui elle pourrait être mariée civilement ou non. Ce couple de femmes pourrait aussi décider d'avoir un enfant en s'associant à un couple d'hommes ayant le désir de fonder une famille. On parle alors d'insémination artificielle avec donneur connu. Nous obtenons alors 2 couples de parents. On ne parle plus alors de biparentalité, mais de pluriparentalité. Dans ces différentes trajectoires conjugales familiales, on constate que c'est plus le mariage qui fonde la famille, mais bien l'enfant. En ce qui concerne les recompositions familiales actuelles, elles suivent plus souvent une séparation ou un divorce qu'un veuvage. Il y a donc là aussi addition de figures parentales et possiblement exercice de pluriparentalité. Ces recompositions familiales peuvent à nouveau éclater et les conjoints tenter l'aventure à nouveau avec des partenaires différents. Et comme on pense que l'espérance de vie des Québécois leur donne l'espoir de vivre l'arrière-grand-parentalité, on peut penser que les jeunes d'aujourd'hui auront le temps de vivre de multiples transitions familiales au cours de leur vie et de connaître bien des adultes qui ont joué un rôle parental auprès d'eux. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la première fois que j'ai réalisé ça, j'étais vraiment impressionnée du changement qui a eu lieu en si peu de temps, en fait, 50 ou 60 ans, et où on en était aujourd'hui. Donc, il est peut-être normal que nos repères, à savoir qui est parent ou qui sont les vrais parents dans ces familles-là, soient effectivement bousculés. Vous allez me dire, il y a beaucoup de changements, mais si on revient à la famille de Julie, est-ce qu'il y en a beaucoup de ce type de famille-là? Alors, un petit portrait statistique, juste pour voir ensemble où on en est rendu dans tout ça. Bien, on peut dire qu'il y a encore une majorité d'enfants qui vivent avec leurs parents d'origine. Mais déjà, on voit que dans les familles dites biparentales, on retrouve aussi depuis en fait 2006, on a commencé à les compter, donc on retrouve 0,04% de familles formées de couples de même sexe. Pour ce qui est des familles recomposées, elles sont très difficiles à compter au niveau statistique. En fait, quand il y a un enfant qui vit, par exemple, en garde partagée alors que ses 2 parents ont recomposé une famille, est-ce qu'on compte 1 ou 2 familles recomposées dans ce cas-là? Alors, c'est plus les enquêtes qui nous donnent une idée de combien il pourrait y avoir de familles recomposées au Québec. On calcule qu'il y a environ 12% de familles recomposées au Québec. Bon, comme je vous disais, ça peut être discutable parce qu'elles restent difficiles à compter. Une autre étude nous donne quand même une idée de est-ce que c'est un type de famille, par exemple, qui est appelé à se développer ou alors à ce qu'on rencontre plus souvent dans notre société. Et là, il y a une recherche qui a été faite en 1998 et qui a donné ces résultats-là. Alors, à l'âge de 8 ans, un Québécois sur 4 né en 84-85 avait connu la séparation de ses parents.
Quand les chercheurs sont retournés refaire la même enquête 3 ans plus tard, ce qu'ils constataient, c'est que c'était à l'âge de 6 ans qu'un Québécois sur 4, né en 87-88 maintenant, avait connu la séparation de ses parents. Donc, la séparation des parents arrive généralement de plus en plus jeune dans la vie des enfants. Ce qu'ils constataient aussi, c'est que 2 à 3 ans après la rupture, 45% des enfants avaient connu un de leurs parents, ont vu un de leurs parents former une nouvelle union. Puis quand ils sont retournés 10 ans plus tard, c'était 85% de ces enfants-là qui avaient vu un de leurs parents former une nouvelle union. Puis pour 45% d'entre eux, c'était une double recomposition. Donc, on peut s'attendre à en voir de plus en plus de ce type de famille-là. Avez-vous remarqué d'ailleurs qu'on parle de moins en moins de parents et de plus en plus de parentalité? Pourquoi vous pensez que c'est comme ça? Dans le fond, c'est parce que nos repères, là, on a de la difficulté à les reformuler avec cette diversité familiale. Alors, c'est un terme relativement nouveau, la parentalité, qui vise, dans le fond, à inclure toutes les figures parentales qu'on retrouve dans notre société. C'est vrai que quand on parle de parents, en général, l'image ou les représentations qu'on a, c'est plus les représentations de personnes qui jouent tous les rôles comme parents. Tous les rôles, je m'explique, c'est-à-dire qu'ils éduquent, qu'ils prennent soin de l'enfant, mais qui donnent un nom aussi, une parenté, une lignée dans laquelle les enfants s'inscrivent. Aujourd'hui, les adultes qui prennent soin de l'enfant peuvent ne pas être les mêmes qui donnent naissance à l'enfant ou ceux qui inscrivent l'enfant dans leur groupe de parents respectifs. Alors, comme c'est le cas pour la petite Julie, dont les parents, dans le fond, occupent différents espaces dans sa vie. On distingue alors la parentalité, qui est définie comme étant l'exercice des responsabilités parentales, de la filiation et de la parenté, qui est l'inscription généalogique de l'enfant dans un groupe. Cette distinction est très importante parce que dans nos sociétés, la filiation a une dimension identitaire, comme l'ont démontré d'ailleurs les recherches effectuées auprès des enfants adoptés, qui éprouvent le besoin de retrouver leurs parents biologiques. Par contre, si on sépare ces deux notions, il est possible de penser en termes de pluriparentalité, c'est-à-dire de parents inscrivant l'enfant dans leur généalogie respective, mais pouvant partager avec d'autres leurs responsabilités parentales. Qu'est-ce que les adultes qui vivent cette situation-là pensent de cette suggestion là, que je viens de faire au sujet de la distinction entre parentalité, filiation, parenté? Alors, je voudrais vous présenter un peu le point de vue des gens que je rencontre dans mes recherches. Alors, j'ai rencontré des mères, des beaux-parents aussi, mais principalement des beaux-pères, entre autres parce qu'on retrouve plus souvent des familles recomposées autour d'une mère et ses enfants qu'autour d'un père et ses enfants. Donc, je vais principalement vous parler du point de vue des beaux-pères sur ce sujet-là, et également le point de vue des pères. Je leur ai demandé comment ça fonctionnait, qui faisait quoi dans la famille, puis quelles étaient leurs représentations de la famille et des rôles que chacun des adultes doit jouer dans cette famille-là. Alors, la plupart des gens que je rencontre dans le cadre de mes recherches abordent la question de la relation qu'ils estiment qu'un beau-père devrait développer avec les enfants de sa conjointe. Leurs propos sur ce thème touchent autant la nature de la relation que la spécificité de la relation. Au sujet de la nature de la relation qui devrait se développer entre un beau-père et les enfants, les opinions peuvent varier légèrement. Certains croient, par exemple, que le beau-père devrait d'abord et avant tout développer avec les enfants une relation d'amitié. En même temps, les gens me disent, ben oui, ami, mais pas tout à fait, parce que ça ne peut pas non plus être son grand chum. Un point de vue qui rejoint plus de personnes, en fait, c'est que
c'est que la relation qui devrait se développer entre un beau-père et un enfant devrait, oui, être teintée d'amitié, d'affection, de respect, mais elle devrait aussi inclure une certaine dimension pour l'exercice de l'autorité ou l'exercice de la discipline auprès de ces enfants-là. C'est un point de vue qui fait davantage l'unanimité et principalement chez les familles où les enfants sont jeunes. Alors, les beaux-pères, entre autres, nous disent, écoute, je vis sous le même toit que ces enfants-là, je peux pas ne pas m'impliquer à ce niveau-là, ne serait-ce que quand ma conjointe est absente, je dois pouvoir exercer un certain encadrement auprès des enfants. Ce qui est très clair, par contre, chez les beaux-pères et les pères que j'ai rencontrés, c'est que le nouveau conjoint doit à tout prix éviter de prendre la place ou de donner l'impression qu'il désire prendre la place du père biologique. Et ça, c'est ressorti très, très clairement de leur représentation. Puis, pour essayer d'expliquer ça, ils essayaient de me dire en quoi la relation beau-parentale, en fait, était spécifique par rapport à la relation entre un père et un enfant. Pour eux, cette relation-là se distinguait particulièrement par l'absence de lien biologique avec les enfants. Ça amène, selon eux, la création d'une relation différente de celle qui existe entre un parent et son descendant. Dans cette perspective, le lien existant entre le parent biologique et son enfant, il apparaît davantage spontané, naturel, alors que chez le beau-parent, c'est un lien à créer, à construire progressivement. C'est un raisonnement qui m'a amené à proposer une explication. En fait, c'est que le lien entre un parent biologique et un enfant s'appuie généralement sur un désir d'enfant, un désir qui porte aussi de donner un sens à sa vie. On nous en parle aussi comme étant une expérience. On ne veut pas passer à côté de cette expérience-là, donc on a un enfant. Alors que si on pense à la relation beau-parentale, c'est sûr que ce désir d'enfant-là n'est pas au départ de la conception de l'enfant. C'est plus une question de décision. On décide d'entrer en relation avec l'enfant. Donc, on est plus à un niveau de raisonnement qu'à un niveau plus viscéral. Alors, même si plusieurs adultes reconnaissent la spécificité de la relation beau-père-enfant, les gens qui participent à mes recherches considèrent que l'absence de lien biologique, ça n'empêche pas la création d'une relation de qualité entre le beau-père et l'enfant. Puis dans cette vision, le beau-père peut très bien en arriver à aimer les enfants de sa conjointe comme s'il s'agissait des siens, en fait. Puis pour certains, cet idéal, entre autres, beaucoup pour les mères qui avaient de jeunes enfants, c'était un idéal qui était souhaitable et attendu aussi, principalement chez elles. C'est un discours qui suggère que le désir d'enfant du parent dont je vous parlais tantôt correspond généralement à l'enfant rêvé. Hein? On rêve d'un enfant, on a une image de cet enfant-là dans notre tête, mais cette image d'enfant rêvé-là doit se transformer à un moment donné en désir de cet enfant réel, l'enfant qui est véritablement en avant de nous. Alors, je pense que c'est à cette jonction-là que se situe la relation beau-parentale, c'est-à-dire que ça pourrait, dans certains cas, être plus une question d'affinité qui fait en sorte que certains beaux-parents peuvent même se sentir plus proches des enfants de leur conjointe que de certains enfants qu'ils ont eus, dont ils sont les parents d'origine. En résumé, donc, la relation beau-parentale est davantage parentale qu'amicale, puis le lien entre un beau-père et un enfant est fondamentalement distinct du lien parental. Mais dans le concret, comment l'engagement d'un beau-père auprès des enfants de sa conjointe se traduit-il? Alors, dans les recherches que j'effectue, les beaux-pères et les mères qui vivent une recomposition familiale et les pères qui ont des enfants qui vivent dans cette forme familiale rapportent généralement que le beau-père est impliqué dans l'éducation des enfants. Il me parle de transmission de valeurs
pas nécessairement toujours consciente, mais juste par le fait qu'il demeure dans la même maison que les enfants, il ne peut pas ne pas transmettre des façons de vivre, des façons de voir la vie. Donc, il y a cette transmission-là. Il me parle aussi beaucoup de discipline, puisque ça a l'air un sujet particulièrement délicat dans ce type de famille-là, et du degré d'implication idéal pour un beau-père dans ce domaine. Et là, on rencontre 3 niveaux d'implication. Puis dans la première situation, on considère que le beau-père n'a pas à s'impliquer dans la discipline parce qu'il n'en a pas la légitimité, que c'est aux parents biologiques que devrait revenir cette responsabilité. Il peut soutenir la mère, l'écouter, la conseiller, mais ne doit pas intervenir auprès des enfants. Je dois quand même dire que c'est un point de vue qui est assez marginal parmi les gens que je rencontre. Je rencontre plus souvent un engagement de 2e niveau. Alors, l'engagement du beau-père dans la discipline est alors plus important. On considère notamment qu'il peut participer à l'élaboration des règles familiales, qu'il peut les faire respecter, qu'il peut soutenir et conseiller la mère, mais qu'il doit éviter les confrontations directes avec l'enfant. De plus, ce n'est pas lui qui prend les décisions finales en cas de désaccord. Ça reste de la responsabilité des parents d'origine. Toute proportion gardée, c'est principalement les parents, les pères et mères qui ont ce point de vue-là. On retrouve davantage de beaux-pères au 3e niveau où l'on estime que le beau-père devrait exercer une autorité parentale auprès des enfants au même titre que ne le fait la mère. Il précise cependant que le beau-père ne devrait pas assumer immédiatement cette position-là, dès son arrivée donc dans la famille, mais qui devrait passer par le 2e niveau, donc une espèce d'apprivoisement de l'enfant avant d'en arriver à exercer son autorité parentale. Faut dire aussi que les beaux-pères qui nous parlent de ce 3e niveau-là, c'est souvent des beaux-pères qui sont arrivés dans la vie de l'enfant alors qu'ils étaient très jeunes. Quand sont arrivés dans la vie de l'enfant quand celui-ci était à l'adolescence. Souvent, c'est des beaux-pères qui en restaient au 2e niveau et qui ne passaient pas au 3e niveau. Donc, c'est un engagement qui peut évoluer selon les circonstances, l'engagement qu'il souhaite lui-même et celui qui est souhaité par les autres parents. Les gens que je rencontre s'expriment aussi à propos de l'attitude ou des comportements que devraient adopter les beaux-pères pour développer une relation de coopération puis de soutien avec la mère, puis se joindre à l'équipe parentale en place. Des beaux-pères et des pères, mais aucune mère, estiment essentiel que dès le début de la relation et parfois même avant, il faut discuter de l'engagement qui est souhaité par le beau-père. Donc, je pense que ça vient confirmer à quel point la mère, dans les familles recomposées, est un parent pivot par rapport aux autres parents. Quelle place, ce qu'on dit aussi, c'est que la nécessité de renégocier régulièrement cette entente, puis de faire les ajustements au fur et à mesure. Encore une fois, c'est à la mère qu'on devrait se référer. Quelle place le beau-père devrait occuper dans l'équipe parentale? Bien, la majorité des participants qui se sont exprimés là-dessus estiment que le beau-père que les parents devraient être la première figure parentale pour les enfants. Il y a un certain nombre de participants, exclusivement des pères et des mères cette fois-là, qui considèrent plutôt que même si le parent biologique demeure les principales responsables des enfants, le beau-père ne doit pas se limiter à ce rôle-là. Mais il peut très bien devenir un membre à part entière de l'équipe parentale. Je voudrais quand même souligner que de manière générale, pour ces mères et ces pères, l'équipe parentale, ça semble limité à la mère et au beau-père. Alors, le père semble vraiment absent de cette représentation. Et quand on interroge les pères aussi, en leur demandant quel rôle les beaux-pères devraient adopter dans ces familles-là, souvent ils nous disent « ben c'est le père en mon absence ». Donc, ce qu'on peut supposer, c'est
quand on pense à la pluriparentalité, est-ce qu'il y a un véritable exercice de pluriparentalité ou si les gens occupent la place de parents en complémentarité plutôt avec l'autre et principalement lorsque le père n'est pas présent. Alors, on a plus une conception de la famille nucléaire, traditionnelle, père, mère, enfant, même dans ce type de famille qui n'a pas cette forme-là finalement. Alors, revenons donc à notre question initiale. Qui sont les véritables parents de Julie dans sa famille recomposée? Et essayons quelques pistes de réponses par rapport aux résultats de recherche que je vous ai mentionnés, mais aussi à la réflexion en lien avec la diversité familiale aujourd'hui. Alors, les études que je mène dans ce domaine montrent qu'on peut certainement considérer les beaux-parents non pas comme des parents au sens de nos représentations habituelles, c'est-à-dire des personnes occupant toutes les fonctions parentales, filiation, parenté, parentalité, non. Toutefois, en tant que conjoint du parent, les beaux-parents se retrouvent dans une situation parentale face aux enfants de la famille. Font généralement partie de l'équipe parentale et la plupart du temps jouent un rôle dans l'éducation des enfants. Alors, dans la famille de Julie, on pourrait, par exemple, supposer que Manon et François sont ceux qui ont inscrit Julie dans leur lignée. Ils occuperaient donc une place généalogique dans la vie de Julie. Ils ont par conséquent un lien de filiation avec elle. Ils exercent également leur responsabilité parentale en prenant soin de Julie et en participant à son éducation. Toutefois, ils ne sont pas les seuls à s'inscrire dans le registre de la parentalité. Suzanne et surtout Florent, son beau-père, avec qui Julie vit au quotidien, collaborent aussi au bien-être de Julie ainsi qu'à son éducation. Ils ne sont pas ses parents tels qu'on l'a défini au départ, mais ils sont sûrement des figures parentales significatives pour elle. On pourrait penser alors qu'ils occupent non pas une place généalogique, mais bien une place générationnelle dans la vie de Julie. Ce qu'on peut poser maintenant comme question, c'est est-ce que cette addition de figures parentales est dans le meilleur intérêt de Julie? Les recherches qui disent dans ce domaine-là, ça montre que ce qui est le plus dommageable pour les enfants, c'est le conflit qui existe ou perdure entre les différents adultes qui prennent soin des enfants. De notre côté, les études que je mène suggèrent que bien que les liens parentaux se distinguent des liens beaux-parentaux, il est possible de développer une relation d'aussi bonne qualité qu'on soit père ou beau-père. Par conséquent, s'il n'existe pas de conflit important entre les adultes qui prennent soin de Julie, il y a tout lieu de croire que l'addition de figures parentales significatives devrait être bénéfique pour Julie et être autant de ressources supplémentaires pour elle tout au long de sa vie. C'est d'ailleurs ce que je souhaite à toutes les petites Julie du Québec. Merci.